Il était 7h12 lorsque Rosa franchit les portes de l'imposant édifice de verre au cœur de Dubaï, ses baskets usées couinant légèrement sur le sol de marbre poli. Un parfum coûteux flottait dans l'air, mêlé à l'odeur âcre du désinfectant frais. Son œuvre. L'air conditionné soufflait un vent glacial sur ses bras, alors qu'à l'extérieur, la chaleur atteignait déjà 40 degrés. Elle agrippait son chariot de nettoyage défraîchi des deux mains, ses roues rouillées, gémissant, tandis qu'elle le poussait le long du corridor. Autour d'elle, rien ne semblait appartenir à son monde. Panneaux d'ascenseur chromés, costumes dont le prix dépassait une année de loyer, personne qui évitait son regard. Rosa, 28 ans, originaire d'un village tranquille dans les montagnes des Philippines, travaillait en silence, invisible, comme toujours. Ce matin-là, alors qu'elle essuyait la table de conférence en verre au 32e étage, l'ascenseur tinta. Yasmina, la nouvelle directrice marketing, en sortit. Grande, au visage anguleux, perchée sur des talons, elle jeta un regard à Rosa comme on regarde une chaise légèrement déplacée. « Tu as manqué un endroit », dit-elle froidement, pointant une traînée visible uniquement sous un certain angle de lumière. Sa voix résonna contre les murs immaculés. Rosa acquiesça silencieusement et se pencha pour corriger l'imperfection, malgré la douleur dans ses genoux. Yasmina esquissa un sourire satisfait avant de se détourner, tapotant sur son téléphone. Derrière la cloison de verre fumé, une autre silhouette venait de sortir d'un ascenseur privé. Le cher Amir Al-Fahd, connu pour sa richesse, sa discrétion et ses rares visites dans l'immeuble, s'arrêta, invisible aux deux femmes, et observa la scène. Il ne dit rien. Il regarda simplement la femme de ménage, tête baissée, frottée en silence, et Rosa, ignorant les yeux posés sur elle, inspira profondément, laissant l'odeur du nettoyant au citron emplir ses poumons, ravalant la petite boule formée dans sa gorge. Elle ne dit rien. Mais à l'intérieur, quelque chose tremblait. Pas de la peur, ni même de la colère. Quelque chose de plus ancien, de plus profond. Un silence empli de dignité tranquille. Le soir venu, Rosa quitta le bâtiment par l'entrée de service. L'air chaud la frappa comme une gifle après la fraîcheur artificielle des bureaux. Elle ajusta son sac élimé sur son épaule et commença sa longue marche vers la station de métro. Les lumières de la ville dansaient autour d'elle, transformant Dubaï en une constellation terrestre. Des voitures de luxe filaient à ses côtés, leurs vitres teintées reflétant les gratte-ciel scintillants. « Rosa !» Une voix familière l'interpella. C'était May, une compatriote philippine qui travaillait comme femme de chambre dans un hôtel voisin. « Tu as fini tard aujourd'hui », observa May en la rejoignant. Ses yeux étaient cernés, mais son sourire restait chaleureux. « Yasmina a insisté pour que je refasse tout le 32e étage. » répondit Rosa, la fatigue transparaissant dans sa voix. Elles marchèrent ensemble, échangeant des bribes de leur journée. Ces moments étaient précieux pour Rosa, de petites îles de connexion humaine dans un océan d'indifférence. « J'ai reçu une lettre de ma mère », confia Rosa alors qu'elles attendèrent le métro. « Mon frère cadet, Luis, aurait eu 26 ans aujourd'hui. » May serra doucement son bras. Elle connaissait l'histoire. Le frère de Rosa, handicapé depuis sa naissance, était décédé l'hiver précédant son départ pour Dubaï. Sa photo, jaunie par le temps, occupait toujours la première page du portefeuille usé de Rosa. « Il serait fier de toi », murmura May. Le métro arriva dans un souffle métallique. Elles se faufilèrent parmi la foule, trouvant une place debout près des portes. Rosa s'accrocha à la barre, son reflet fantomatique se superposant aux lumières extérieures dans la vitre. Elle se demanda, comme souvent, si son sacrifice en valait la peine. 3 années loin de chez elle, à nettoyer les traces d'étrangers qui ne la voyaient même pas. Le trajet se termina, et les deux femmes se séparèrent à l'entrée d'un immeuble délabré à la périphérie de la ville. Rosa gravit 6 étages à pied, l'ascenseur étant perpétuellement en panne. Son appartement était en réalité une chambre partagée avec 5 autres femmes, toutes des travailleuses immigrées comme elle. L'espace était exigu,
à peine suffisant pour 6 matelas posés à même le sol, mais impeccablement propres, fruit de leur effort collectif. Ce soir-là, allongé sur son matelas fin, écoutant la respiration de ses colocataires dans l'obscurité, Rosa fixait le plafond. Une fissure serpentait comme une rivière asséchée sur la peinture écaillée. Demain, elle recommencerait. Invisible, mais nécessaire. Silencieuse, mais présente. Comme la fissure au plafond que personne ne remarquait, jusqu'à ce qu'on prenne le temps de la regarder vraiment. Dans l'obscurité, elle sortit le petit portrait de son frère et le pressa contre son cœur. « Je tiendrai ma promesse », chuchota-t-elle. « Je trouverai un moyen de vivre avec dignité, même ici. » Le sommeil la gagna enfin, emportant avec lui les échos de sa journée et la préparant, sans qu'elle le sache, à un lendemain qui changerait tout. Rosa était arrivée à Dubaï 3 ans plus tôt. Sa mère avait vendu leur dernière parcelle de terre pour payer le billet d'avion et les frais d'agence. « Pour que tu puisses trouver un avenir », avait-elle dit, en glissant les pesos froissés dans la paume de Rosa. Dans son village, niché entre les rizières verdoyantes de Luzon, Rosa avait pris soin de son frère cadet, handicapé depuis sa naissance. Il s'était éteint l'hiver précédant son départ. Elle n'avait pas beaucoup pleuré alors. Elle avait suffisamment versé de larmes pendant les années où il dépérissait sur une natte de paille, tandis que leurs voisins riaient dehors. À Dubaï, elle envoyait chaque dirham à sa mère, vivait dans une chambre partagée avec 5 autres femmes, mangeait du riz et des œufs tous les soirs et nettoyait, toujours nettoyait. Mais il y avait un moment dans sa semaine qui lui apportait de la joie. Chaque mardi matin, juste avant l'arrivée massive du personnel, Rosa faisait un petit détour par le café du hall de l'immeuble. C'est là que se trouvait Leila, une jeune fille en fauteuil roulant, fille d'un des cadres. Paralysée des jambes après un accident de voiture 2 ans auparavant, Leila passait ses matinées à dessiner tranquillement en attendant son père. Rosa lui apportait une tasse supplémentaire de lait chaud et la déposait doucement sur sa table. « Encore toi », disait Leila avec un sourire en coin, ses longs cheveux noirs attachés par un ruban rose. « Tu sais que je ne peux pas te payer, n'est-ce pas ?»« Je sais », souriait doucement Rosa, essuyant les miettes de la table. « Mais le lait chaud est bon pour les cœurs chaleureux. » Elle n'avait payé pas plus de 5 minutes chaque semaine, mais dans ce bref instant, Rosa se sentait reconnue. Leila lui avait montré un dessin une fois, une femme en bâton avec une serpillière et un sourire. « C'est toi », avait-elle chuchoté. Dans cette connexion, petite mais sincère, Rosa trouvait assez de force pour retourner dans son monde silencieux. Elle croyait encore que la vie pouvait changer. Pas dans la richesse, pas dans la chance, mais dans les moments, un acte de gentillesse à la fois. Un mardi particulier, Leila semblait différente. Ses épaules étaient voûtées et ses doigts, habituellement si rapides sur le papier, restaient immobiles. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Rosa en déposant le lait chaud. Leila leva les yeux, des larmes brillant au bord de ses cils. « Papa dit que je ne peux plus venir ici. Il a trouvé une nouvelle nounou, une professionnelle, a-t-il dit. Pas comme les autres qui me laissaient seul. » Rosa s'agenouilla à côté du fauteuil, ignorant les regards désapprobateurs des hommes d'affaires qui passaient. « C'est une bonne chose, non? Quelqu'un sera toujours avec toi. »« Elle s'appelle Madame Fournier, » murmura Leila. « Elle sent la lavande et les règles. Elle ne me laisse pas dessiner ce que je veux. Elle dit que mes mains doivent apprendre la discipline avant l'art. » Une larme glissa sur sa joue. Elle ne comprend pas. Rosa sentit une douleur familière monter en elle. Elle aussi connaissait ce sentiment d'être incomprise, d'être façonnée par des mains qui ne ressentaient pas les contours de son âme. « Écoute, » dit-elle doucement, sortant un petit carnet de la poche de son uniforme. « J'ai économisé pour ça, c'est pour toi. » Le carnet était simple, avec une couverture en toile bleue. Pas cher, mais neuf. Pas comme les fournitures usagées que Leila recevait habituellement, les restes de la générosité distraite de son père. « Cache-le, dessine quand tu es seul. Parfois, nos trésors doivent rester secrets jusqu'à ce que le monde soit prêt à les voir. » Les yeux de Leila s'élargirent. Ses petits doigts caressèrent la couverture,
comme si c'était un bijou précieux. « Merci », murmura-t-elle. C'est à ce moment que l'ascenseur privé tinta. Rosa se redressa rapidement, reprenant son chariot. Mais pas avant que Leila ne glisse quelque chose dans sa poche, un petit dessin plié. Plus tard, seule dans le placard à balai, Rosa déplia le papier. C'était un dessin de 2 silhouettes se tenant par la main. L'une grande et mince, l'autre assise dans ce qui ressemblait à un trône à roues. Au-dessus flottaient des nuages souriants et un soleil aux rayons démesurés. En dessous, l'écriture maladroite de Leila, ma véritable amie. Rosa pressa le papier contre son cœur, puis le replia soigneusement et le cacha dans la doublure de son uniforme, près de la photo de son frère. 2 fragments de lumière dans son monde d'ombre. Ce soir-là, dans l'appartement surpeuplé, alors que ses colocataires discutaient des nouvelles du pays, du prix croissant du riz et des rumeurs de troubles politiques, Rosa resta silencieuse, perdue dans ses pensées, mais remarqua son mutisme. « Tu sembles différente aujourd'hui », observa-t-elle en préparant leur modeste dîner sur le réchaud électrique. Rosa haussa les épaules. « J'ai juste réalisé quelque chose. »« Quoi donc ? » ?»« Que même ici, même maintenant, je peux encore être quelqu'un pour quelqu'un d'autre. » Mais il la regarda curieusement, mais ne poussa pas plus loin. Elle connaissait Rosa depuis assez longtemps pour respecter ses silences. Cette nuit-là, Rosa rêva de son village. Mais pour la première fois, ce n'était pas un rêve de nostalgie ou de regret. Dans ce rêve, elle se tenait debout dans un champ de riz, le soleil chaud sur son visage. Son frère était là aussi, non pas malade et affaibli comme dans ses derniers jours, mais fort et souriant. Il pointait vers l'horizon où le ciel rencontrait la terre dans une ligne claire et brillante. « C'est là que tu vas », disait-il. Pas une question, mais une affirmation. À son réveil, Rosa sentit quelque chose de nouveau en elle, une détermination tranquille, un objectif modeste mais réel. Elle continuerait à nettoyer les sols, à essuyer les tables, à vider les poubelles. Mais elle savait maintenant que sa vraie tâche était ailleurs, dans les petits moments de connexion, dans les touches de gentillesse. Et quelque part, dans le même grand bâtiment de verre et d'acier, une petite fille dessinait secrètement dans un carnet bleu, rêvant de l'ami qu'il avait vu quand personne d'autre ne le faisait. 2 âmes, invisibles au monde, mais brillantes l'une pour l'autre. Le jeudi suivant apporta un cruel rebondissement. Rosa arriva tôt pour nettoyer l'étage des cadres. L'air était chargé du parfum des diffuseurs d'huile de cannelle. Alors qu'elle ouvrait la porte du bureau de Monsieur Karim, le père de Leila, elle s'arrêta net. Là, assise à côté de Yasmina, se trouvait Leila, les joues rouges et les yeux baissés. « Elle était laissée dehors comme une mendiante », dit Yasmina avec dureté. « Et devinez qui lui apportait du lait chaud? La femme de ménage? C'est totalement inapproprié. » Leila murmura quelque chose, mais Karim leva la main. « Je ne veux plus de cela. Rosa n'est pas payée pour se mêler au personnel ou à la famille. Fais ton travail et reste à ta place. » Rosa resta figée. Ses mains serraient fermement le manche de sa serpillière. Leila la regarda, ses yeux pleins de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Culpabilité, honte, impuissance. Yasmina lança à Rosa un regard triomphant, comme si elle écrasait une mouche. Sans un mot, Rosa hocha la tête et sortit. Elle ne pleura pas. Elle alla dans le local d'entretien, s'assit sur une caisse de rouleaux de papier toilette et fixa le sol. Sa respiration tremblait. Tout ce qu'elle avait, c'était ces petites miettes de connexion humaine. Et maintenant, même cela avait été balayé. Elle resta assise en silence pendant 1 heure, l'esprit tournoyant. Mais alors, quelque chose attira son attention. Plié dans la poche de sa chemise, se trouvait un petit mot, un croquis au crayon que Leila avait glissé dans sa paume quelques jours plus tôt. Une minuscule silhouette dans un fauteuil roulant poussé par une autre, plus grande, souriante. Les mots en dessous disaient « Certains héros portent des gants en caoutchouc ». Rosa pressa le papier contre sa poitrine. Une tempête approchait, elle pouvait le sentir. Mais cette fois, elle résisterait. Le soleil commençait à décliner lorsque Rosa quitta le local d'entretien. Les couloirs étaient presque déserts.
la plupart des employés étant partis pour une réception d'entreprise dans un hôtel voisin. Ses pas résonnaient contre le marbre poli alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur de service. En passant devant la cafétéria déserte, elle aperçut une silhouette familière par la fenêtre. Leila, seule dans le jardin intérieur de l'immeuble, son fauteuil roulant immobile face à la fontaine décorative. Une femme d'âge moyen en tailleur gris, sans doute Madame Fournier, consultait son téléphone à quelques mètres, visiblement désintéressée. Rosa hésita. La prudence lui dictait de continuer son chemin, d'éviter tout contact. Mais quelque chose dans la posture affaissée de Leila la poussa à agir. Elle traversa discrètement la cafétéria et sortit dans le jardin. L'air était lourd de l'odeur des fleurs de jasmin qui bordaient les allées pavées. Le murmure de l'eau créait un cocon sonore autour d'elle. « Salut !» murmura-t-elle en s'approchant du fauteuil. Leila sursauta légèrement, puis son visage s'illumina. « Rosa, j'ai cru que tu ne voudrais plus me parler. Pourquoi penserais-tu cela? À cause de ce que papa et madame Yasmina ont dit. Ils étaient tellement méchants. » Rosa s'accroupit à côté du fauteuil, jetant un œil vers madame Fournier, qui leur tournait toujours le dos. Les adultes disent parfois des choses qu'ils ne pensent pas vraiment. Ils oublient ce qui est important. Comme quoi? Comme l'amitié, comme être gentil même quand personne ne regarde. Leila sortit le carnet bleu de sous son gilet. « J'ai dessiné tous les jours. Regarde. » Elle tourna les pages, révélant des dessins de plus en plus complexes, des oiseaux, des fleurs, et toujours ces deux silhouettes ensemble, l'une debout, l'autre assise. « C'est magnifique !» murmura Rosa, touchée par la délicatesse des traits. « Madame Fournier dit que je perds mon temps, que je devrais étudier les mathématiques, que personne ne paie pour des gribouillages. » Rosa secoua la tête. « Les mathématiques sont importantes, mais l'art nous aide à dire les choses que les mots ne peuvent pas exprimer. » Un mouvement attira son attention. Madame Fournier s'était retournée et les observait, les sourcils froncés. Elle commença à marcher vers elle. « Je dois y aller, » chuchota Rosa. « Attends !» Leila arracha rapidement une page de son carnet et la fourra dans la main de Rosa. « Pour te donner du courage. » Rosa n'eut pas le temps de regarder le dessin. Elle se redressa, inclina poliment la tête vers Madame Fournier qui approchait et s'éloigna rapidement, le papier serré dans son poing. Ce n'est que dans le métro bondé, protégé par la foule anonyme, qu'elle osa déplier le dessin. C'était différent des autres, plus mature, plus précis. Un portrait d'elle-même, non pas avec une serpillière, mais debout, droite, regardant directement le spectateur. Ses yeux, que Leila avait dessinés avec un soin particulier, semblaient briller de quelque chose que Rosa avait rarement vu dans son propre reflet, la fierté. En dessous, Leila avait écrit en lettres soigneusement formées « Tu es plus que ce qu'il voit ». Les larmes montèrent aux yeux de Rosa, brouillant les lignes du dessin. Elle les essuya rapidement, ne voulant pas attirer l'attention. Mais intérieurement, quelque chose se consolidait, une résolution, une décision. Cette nuit-là, dans l'appartement surpeuplé, tandis que ses colocataires dormaient, Rosa sortit tous les dessins de Leila et les étala sur son lit étroit. Ensemble, ils racontaient une histoire, non pas de servitude et d'invisibilité, mais de connexion et de reconnaissance mutuelle. Elle prit une feuille de papier et commença à écrire. Une lettre à Leila, expliquant pourquoi leur amitié était précieuse, pourquoi l'art de la petite fille était important, pourquoi personne n'avait le droit de leur dire qu'elles étaient moins importantes que les autres. Elle ne savait pas encore comment elle donnerait cette lettre à Leila, ni ce qui se passerait ensuite. Mais pour la première fois depuis longtemps, Rosa ressentait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Pas le genre d'espoir passif qui attend que les choses s'améliorent, mais le genre actif qui se prépare au changement. Elle s'endormit entourée des dessins de Leila, la lettre inachevée, serrée contre sa poitrine. Le lendemain matin, Rosa se réveilla avec une détermination nouvelle. Elle rangea soigneusement les dessins de Leila et la lettre dans une enveloppe qu'elle glissa dans la doublure de son uniforme. Aujourd'hui serait différent. Aujourd'hui, elle ne baisserait pas les yeux. En entrant dans l'imposant bâtiment de verre, elle remarqua immédiatement l'atmosphère tendue.
Les réceptionnistes chuchotaient entre elles, jetant des regards furtifs vers les ascenseurs. Les gardes de sécurité semblaient plus alertes que d'habitude. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle discrètement à Ahmed, le vieil agent d'entretien qui travaillait là depuis des années. « Le grand patron est là, » murmura-t-il. « Le cheikh Amir Al-Fahd en personne. Personne ne l'a vu depuis des mois. » Rosa hocha la tête, absorbant l'information. Cela ne changeait rien pour elle. Les puissants venaient et partaient, mais les sols devaient toujours être nettoyés. Elle commença sa journée comme d'habitude, mais avec une conscience aiguë de chaque mouvement, chaque geste, comme si elle se préparait à quelque chose, bien qu'elle ne sache pas encore à quoi. 2 jours plus tard, Rosa fut appelée de façon inattendue à l'étage Pentouz. Elle n'y était jamais allée. Seul le personnel de haut niveau accédait à ce monde. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur une suite silencieuse de marbre blanc et de dorure. L'air embaumait l'oud et le jasmin. Elle entra, le cœur battant. Là, devant elle, se tenait le cheikh Amir Al-Fahd. Grand, vêtu d'une kandoura d'un blanc immaculé, son regard était calme mais indéchiffrable. « Vous êtes Rosa ?» dit-il, sa voix grave et résonnante. « Oui, monsieur », répondit-elle, les yeux baissés. « J'ai vu ce qui s'est passé. La petite fille, Leila, elle compte pour moi. Et je vous ai observé prendre soin d'elle quand personne d'autre ne le faisait. » Les lèvres de Rosa s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. « Vous ne saviez pas que je vous regardais, » continua-t-il. « C'est le genre de personne que je valorise. » Il fit un geste vers un fauteuil en velours. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Pour la première fois, quelqu'un de pouvoir lui demandait de s'asseoir. Le cheikh Amir expliqua que Leila était sa nièce. Sa mère, sa sœur à lui, était décédée des années auparavant. Il avait fait confiance à Karim, son père, pour prendre soin d'elle. Mais maintenant, il voyait la négligence enveloppée dans des costumes et des réunions. « Je veux aider Leila, et je veux que vous m'aidiez. » Il offrit à Rosa un nouveau poste, soignante et compagne de Leila, avec un salaire décent, un logement privé et une protection légale. Des larmes montèrent aux yeux de Rosa. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Parce que vous avez aidé quand ce n'était pas votre travail, » dit-il, « et cela vous rend rare. » L'espoir fleurit en elle, prudent mais réel. Pour la première fois depuis des années, Rosa sourit. Pas le petit sourire poli, mais un qui atteignait son âme. Le cheikh lui fit signe de le suivre. Ils traversèrent un couloir orné de calligraphies arabes dorées jusqu'à une vaste terrasse surplombant la ville. Dubaï s'étendait à leurs pieds, un paysage de verre et d'acier scintillant dans la lumière du soir. « Savez-vous pourquoi j'ai construit cet immeuble, Rosa ?» demanda-t-il, les mains croisées derrière le dos. Elle secoua la tête. « Pour créer quelque chose de beau, bien sûr, mais aussi pour construire un lieu où les gens pourraient s'élever ensemble, pas les uns au-dessus des autres. » Il soupira, fixant l'horizon où le désert rencontrait la mer. « J'ai échoué, il semble. Les étages sont devenus des castes, les sols brillants, des frontières. » Rosa osa lever les yeux vers lui. Son profil était sévère, mais ses yeux portaient une tristesse qu'elle reconnaissait, celle de quelqu'un qui voit au-delà des apparences. « Comment va-t-elle vraiment, Leila ?» demanda-t-il doucement. Rosa réfléchit un instant. Elle aurait pu dire ce qu'il voulait entendre, mais la vérité semblait être la seule chose qui importait maintenant. « Elle est seule, » dit Rosa. « Son corps est soigné, mais son esprit, son cœur... » Elle sortit le dessin de Leila de sa poche et le tendit au cheikh. « Elle a un don, mais personne ne le voit. » Il prit le papier avec précaution, comme s'il s'agissait d'un document précieux. Ses doigts, ornés d'une simple bague en or, tremblèrent légèrement. « Sa mère dessinait aussi, » murmura-t-il. Fatima voyait la beauté partout. Un silence s'installa, empli du bourdonnement distant de la ville en contrebas et du léger bruissement des palmiers sur la terrasse. « Venez, » dit-il enfin, « il y a quelqu'un qui vous attend. » Ils prirent l'ascenseur privé jusqu'à un étage que Rosa ne connaissait pas. Les portes s'ouvrirent sur un espace lumineux aux murs de verre. Au centre, dans son fauteuil roulant, se trouvait Leila. Son visage s'illumina en voyant Rosa. «
Tu es venue, s'écria-t-elle, propulsant son fauteuil vers elle. Rosa s'agenouilla, ouvrant ses bras. Leila s'y jeta presque, leurs corps se rencontrant dans une étreinte qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. « Oncle Amir m'a tout raconté », chuchota Leila à son oreille. « Il dit que tu vas rester avec moi maintenant. Est-ce que c'est vrai ?» Rosa leva les yeux vers le Cheikh, qui observait la scène avec un sourire discret. « Si c'est ce que tu veux, » répondit Rosa, essuyant une larme qui coulait sur la joue de Leila. « Plus que tout au monde, » affirma la petite fille. Le Cheikh s'approcha, posant une main sur l'épaule de chacune. « Alors, c'est décidé. » 2 jours plus tard, Rosa se tenait devant le petit miroir de sa chambre partagée, fixant son reflet. Elle portait une simple blouse blanche et un pantalon noir, des vêtements neufs achetés spécialement pour son premier jour dans son nouveau rôle. Mais elle observait depuis son matelas, un mélange de fierté et de tristesse sur son visage. « Tu as l'air d'une autre personne, » dit-elle doucement. Rosa secoua la tête. « Non, je suis toujours moi. C'est juste que maintenant, quelqu'un me voit vraiment. » Elle fit le tour de la minuscule pièce, embrassant chacune de ses colocataires. Ces femmes avaient été sa famille pendant 3 ans. Elles avaient partagé repas, larmes et rêves brisés. « Je n'oublierai pas, » promit-elle. « Et quand je serai installée, je vous inviterai. Nous mangerons autre chose que du riz et des œufs. » Elles rirent, mais leurs yeux brillaient de larmes contenues. Toutes savaient combien il était rare qu'une des leurs s'échappe de ce cycle de travail invisible. Rosa rassembla ses maigres possessions dans un petit sac. Tout ce qu'elle avait accumulé en 3 ans tenait dans un espace pas plus grand qu'un oreiller. Au moment de partir, elle sortit une enveloppe de sa poche. « Pour le loyer du mois prochain, » dit-elle en l'attendant à May. « Pour vous toutes. » May secoua la tête. « Garde-le. Tu en auras besoin. »« Non, » insista Rosa. « C'est important, parce que maintenant je peux aider. Et un jour, vous pourrez aider quelqu'un d'autre. » Alors qu'elle quittait l'immeuble pour la dernière fois, le soleil se levait sur Dubaï, transformant les tours en piliers d'or. Rosa inspira profondément l'air du matin. Devant elle, une voiture attendait. Pas un taxi usé, mais une berline élégante envoyée par le Cheikh. Le chauffeur lui ouvrit la porte avec respect. « Mademoiselle Rosa », dit-il en inclinant légèrement la tête. Elle hésita un instant avant d'entrer, savourant ce moment charnière. Hier encore, elle était invisible. Aujourd'hui, elle était nommée, reconnue. La porte se referma doucement derrière elle, et la voiture s'élança dans les rues qui s'éveillaient. Rosa ne regarda pas en arrière. Son regard était fixé sur la route devant elle, illuminé par la promesse d'un nouveau jour. La nouvelle se répandit rapidement. Les regards se tournèrent quand Rosa revint à l'immeuble la semaine suivante, non pas en uniforme, mais dans un simple chemisier blanc élégant, se tenant aux côtés du Cheikh Amir et de Leila. Leila souriait radieusement, son fauteuil roulant désormais équipé de nouveaux coussins et de roues élégantes. Ses yeux s'illuminèrent en voyant Rosa. « Mon héroïne !» chuchota-t-elle. Le Cheikh Amir convoqua une réunion de tout le personnel. Devant des dizaines de cadres, il raconta l'histoire du service silencieux, de la gentillesse discrète et de la valeur invisible. « Le vrai caractère, dit-il, c'est ce que vous faites quand personne ne regarde, mais parfois quelqu'un regarde. » Il se tourna vers Rosa. « Cette femme m'a rappelé quelque chose que notre monde oublie. La dignité ne vient pas de la richesse, mais de la façon dont nous traitons les autres. » Un silence envahit la salle. Certains baissèrent la tête, d'autres essuyèrent des larmes discrètes. Yasmina, le visage rouge, tenta un sourire forcé, mais personne ne la regardait. Rosa ne parla qu'une fois. « Je n'essayais pas d'être vue, j'essayais juste d'être gentille. » C'était suffisant. Elle ne fut pas applaudie, ce n'était pas son style. Mais alors que les gens commençaient à hocher la tête et à murmurer son nom, elle sentit les murs bouger. Et pour une fois, elle n'était plus invisible. La réunion se tenait dans la grande salle de conférence du 45e étage, celle-là même que Rosa avait nettoyée tant de fois.
Le parfum des arrangements floraux fraîchement installés se mêlait à l'odeur familière du polish à bois qu'elle avait si souvent appliqué sur la longue table ovale. Les sièges en cuir qu'elle avait essuyés chaque matin avant l'aube étaient maintenant occupés par des hommes et des femmes en costumes impeccables, leurs visages affichant diverses expressions allant de la curiosité à l'embarras. Au fond de la salle, Monsieur Karim, le père de Léla, se tenait raide, son visage un masque impassible. À côté de lui, Madame Fournier regardait fixement le sol, ses doigts tripotant nerveusement la chaîne de ses lunettes. « Je ne vous ai pas réunis pour vous humilier », continua le cheikh Amir, sa voix calme mais ferme, « mais pour nous rappeler à tous ce que nous risquons de perdre quand nous cessons de voir les personnes qui nous entourent. » Il fit signe à Léla d'avancer. Elle propulsa son fauteuil jusqu'au centre de la pièce, à côté de Rosa. De son sac, elle sortit son carnet bleu et le tendit à son oncle. Le cheikh le feuilleta lentement, montrant les pages à l'assemblée. Des dessins d'une sensibilité surprenante défilaient. Des portraits du personnel de l'immeuble, des croquis des plantes du jardin intérieur, et surtout des esquisses de Rosa dans diverses poses, nettoyant, souriant, regardant par la fenêtre avec une expression rêveuse. « Ma nièce voit ce que beaucoup d'entre nous ont manqué, dit-il. La beauté dans l'ordinaire, la dignité dans le service, et surtout l'humanité en chacun de nous. » Yasmina se racla la gorge, tentant d'intervenir. « Votre Altesse, si je peux me permettre... »« Non, Madame Yasmina, vous ne pouvez pas, » l'interrompit-il doucement mais fermement. « Vous avez déjà beaucoup parlé. Maintenant, c'est le moment d'écouter. » Un murmure parcourut l'assemblée. Jamais auparavant le cheikh n'avait réprimandé publiquement un cadre supérieur. « J'ai bâti cette entreprise sur des valeurs, » poursuivit-il. « L'excellence, l'innovation, le respect. Mais quelque part en cours de route, certains ont oublié que le respect n'est pas seulement pour ceux qui portent des costumes coûteux. » Il se tourna vers Rosa, l'invitant d'un geste à parler si elle le souhaitait. Rosa regarda autour d'elle, sentant le poids de tous ses yeux. Pendant des années, elle avait été invisible dans ces mêmes pièces. Maintenant, chaque visage était tourné vers elle, attendant ses paroles. Elle prit une profonde inspiration, sentant la main de Léla se glisser dans la sienne. « Dans mon village, » commença-t-elle doucement, « ma mère disait toujours, un balai n'a pas honte de son travail. Je n'ai jamais eu honte de nettoyer vos bureaux, de polir vos sols, de vider vos poubelles. Ce travail m'a permis de nourrir ma famille, d'envoyer ma nièce à l'école, de rêver d'un avenir meilleur. » Sa voix devint plus assurée à mesure qu'elle parlait. « Ce qui fait mal, ce n'est pas le travail. C'est d'être traité comme si on était aussi jetable que la poussière qu'on enlève, comme si on n'avait pas de nom, pas d'histoire, pas de cœur. » Plusieurs personnes baissèrent les yeux, visiblement mal à l'aise. « Je n'ai pas besoin de votre pitié, » continua Rosa. « Juste de votre respect, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour que votre lumière puisse briller. » Un silence profond suivit ces paroles. Puis, lentement, quelqu'un au fond de la salle commença à applaudir. D'autres se joignirent jusqu'à ce que toute la salle résonne d'applaudissements. Rosa ne s'y attendait pas. Elle rougit, surprise par cette réaction. Le cheikh leva la main, ramenant le calme. « À partir d'aujourd'hui, annonça-t-il, nous mettrons en place un nouveau programme de respect et de reconnaissance pour tout notre personnel de soutien. Formation professionnelle, parcours de carrière, amélioration des conditions de travail. Et Rosa nous aidera à le concevoir. » Des murmures d'approbation parcoururent la salle. Monsieur Karim s'avança enfin, le visage grave. Il s'inclina légèrement devant le cheikh, puis se tourna vers Rosa. « Je vous dois des excuses, dit-il, la voix tendue mais sincère. À vous et à ma fille, j'étais distrait, préoccupé, j'ai oublié de voir ce qui était important. » Il s'agenouilla devant le fauteuil de Léla, prenant ses petites mains dans les siennes. « Pardonne-moi, ma chérie, j'ai été aveugle à tant de choses. » Léla hésita, puis se pencha pour embrasser sa joue. « Je te pardonne, papa. Mais tu dois apprendre à dessiner avec moi maintenant. » Un rire ému parcourut l'assemblée, brisant la tension.
Alors que la réunion se terminait et que les gens commençaient à se disperser, Yasmina s'approcha de Rosa. Son visage était pâle, ses lèvres pincées. « Félicitations, dit-elle froidement. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. » Rosa la regarda droit dans les yeux, sans colère mais sans peur. « Je n'ai jamais voulu votre place, Madame Yasmina, juste la mienne. » Avec dignité. Yasmina cligna des yeux, prise au dépourvu par cette réponse simple mais profonde. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et sortit. Le cheikh Amir, qui avait observé l'échange, s'approcha de Rosa. « Vous voyez, dit-il doucement, c'est exactement pourquoi j'ai besoin de vous. La justice sans amertume est le cadeau le plus rare. » Tandis qu'ils quittèrent la salle, Rosa sentit un changement dans l'air autour d'elle. Les mêmes couloirs, les mêmes murs de verre, le même sol de marbre qu'elle avait foulé pendant des années. Mais maintenant, quand elle passait, les gens la regardèrent dans les yeux. Certains souriaient, d'autres inclinaient respectueusement la tête. Elle n'était plus une ombre, elle était Rosa, enfin visible dans la lumière. Les semaines passèrent. Rosa vivait maintenant dans une modeste maison d'hôte sur la propriété du cheikh, où les oiseaux chantaient à l'aube et l'air embaumait les dattes fraîches et la pierre chauffée par le soleil. Leïla riait davantage maintenant. Elles peignaient ensemble, racontaient des histoires et chaque vendredi visitaient une école voisine où Rosa enseignait fièrement des compétences de nettoyage. Un après-midi, en sirotant du thé sous le figuier, Leïla leva les yeux vers elle. « Est-ce que ça te manque parfois d'être femme de ménage ?» Rosa sourit. « Parfois, cela m'a appris à voir ce que les autres ignorent. La saleté, oui, mais aussi la beauté dans les petites choses. » Leïla hocha la tête pensivement. « Je veux être comme toi quand je serai grande. » Rosa rit doucement. « Alors commence par être gentille, même quand personne ne regarde. » Leïla fouilla dans sa poche et tendit à Rosa un dessin. 2 silhouettes, côte à côte, sans étiquette, juste souriantes. « C'est nous, dit-elle, alors que le soleil plongeait derrière les dunes, projetant une lumière dorée sur leurs visages. Rosa chuchota une phrase qu'elle n'aurait jamais cru dire. « Même ceux que le monde oublie peuvent laisser les marques les plus profondes. » Et dans le silence, le monde semblait écouter. La maison d'hôte de Rosa n'était pas somptueuse selon les standards de Dubaï, mais pour elle, c'était un palais. 2 pièces aux murs blancs, un petit salon avec des coussins brodés, une cuisine équipée où elle préparait les plats de son enfance, et une terrasse ombragée qui donnait sur un jardin luxuriant. Des bougainvilliers grimpaient le long des murs, leurs fleurs fuchsia éclatant contre la blancheur de la pierre. Chaque matin, Rosa se réveillait au chant des bulbuls nichés dans les palmiers. Elle ouvrait sa fenêtre pour accueillir la brise matinale, encore fraîche, avant que le soleil du désert ne prenne toute sa force. Ces moments de quiétude étaient précieux, un luxe qu'elle n'avait jamais connu dans la chambre surpeuplée qu'elle partageait auparavant. Sa routine avait changé, mais pas son éthique. Elle se levait toujours avant l'aube, préparait son petit déjeuner avec soin, généralement du pain plat frais, des œufs et du thé fort. Puis elle vérifiait son téléphone pour les messages de sa mère aux Philippines. Grâce à son nouveau salaire, elle avait pu lui acheter un smartphone, effaçant ainsi les milliers de kilomètres qui les séparaient en quelques secondes de connexion vidéo. « Tu as l'air en bonne santé, ma fille », disait souvent sa mère, son visage ridé s'illuminant sur l'écran. « Le soleil de Dubaï te va bien. » Rosa ne lui avait pas tout raconté. Comment expliquer qu'un puissant cheikh l'avait remarqué, valorisé, transformé sa vie? Elle disait simplement qu'elle avait obtenu une promotion, qu'elle s'occupait maintenant d'une enfant spéciale. C'était la vérité, après tout, même si elle omettait les détails extraordinaires. À 9 heures chaque matin, une voiture venait la chercher pour l'emmener chez Leïla. La résidence principale était une vaste villa aux lignes épurées, nichée dans un écrin de verdure improbable en plein désert. Des fontaines murmuraient dans les cours intérieures, créant une symphonie aquatique qui suivait les visiteurs de pièce en pièce. Leïla l'attendait toujours dans la véranda, son fauteuil positionné près des grandes baies vitrées, son carnet de croquis ouvert sur ses genoux.
Depuis l'intervention du Cheikh, la relation entre Leila et son père s'était améliorée. Monsieur Karim passait moins de temps au bureau et plus avec sa fille. Rosa l'avait même surpris un jour, maladroitement penché sur une feuille, tentant de reproduire un simple oiseau sous les instructions patientes de Leila. « Plus léger, papa, » disait Leila. « Le crayon doit danser, pas marcher. » Cette matinée particulière, alors qu'elle partageait le thé sous le vieux figuier du jardin, Rosa remarqua que Leila semblait préoccupée. « Qu'est-ce qui te tracasse, petite étoile ?» demanda-t-elle, utilisant le surnom qu'elle avait donné à la fillette. Leila fit tourner sa tasse entre ses mains. « J'ai entendu Madame Yasmina hier. Elle parlait à papa au téléphone. » Rosa se raidit légèrement. Malgré les changements dans l'entreprise, Yasmina avait conservé son poste, bien que son influence ait considérablement diminué. Que disait-elle? Elle disait que c'était juste de la charité, que l'oncle Amir t'avait engagé par pitié, que tu n'avais rien de spécial. Rosa posa sa tasse, prenant le temps de rassembler ses pensées. Elle n'était pas surprise, les personnes comme Yasmina ne changeaient pas facilement. Mais elle était préoccupée par l'effet que ses paroles pouvaient avoir sur Leila. « Écoute-moi, » dit-elle enfin, prenant les petites mains de Leila dans les siennes. « Dans la vie, il y aura toujours des gens qui essaieront de diminuer ta lumière. Pas parce que tu ne brilles pas assez, mais parce qu'ils ont oublié comment briller eux-mêmes. » Leila fronça les sourcils, absorbant ses paroles. « Mais est-ce qu'elle a raison ?»« La pitié est facile, » répondit Rosa. Elle ne dure pas, elle ne construit pas. La reconnaissance de la valeur de quelqu'un, c'est différent. C'est ce que ton oncle a fait. Il n'a pas eu pitié de moi. Il a vu ma valeur quand d'autres ne la voyaient pas. Un sourire éclaira le visage de Leila. Comme quand je vois un bel oiseau que personne d'autre ne remarque. Rosa rit. Exactement comme ça. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du jardinier, un homme âgé nommé Farid. Il s'inclina respectueusement devant elle. « Mademoiselle Rosa, mademoiselle Leila, pardonnez-moi. Les enfants de l'école Al-Amal sont arrivés pour leur leçon. » Rosa se leva, lissant sa jupe. « Merci, Farid. Nous arrivons. Chaque vendredi, une classe d'enfants de l'école locale pour élèves à besoins spéciaux venait à la propriété. Ce qui avait commencé comme une simple visite occasionnelle s'était transformé en un véritable programme éducatif. Rosa leur enseignait l'art du nettoyage, non pas comme une corvée, mais comme une forme de respect pour soi-même et pour son environnement. « Nettoyer », disait-elle souvent, « c'est créer de l'ordre à partir du chaos. C'est une forme d'amour. » Les enfants adoraient ces sessions. Sous sa direction, ils apprenaient à faire briller des miroirs, à plier du linge avec précision, à transformer des tâches ordinaires en moments de fierté. Et Leila était toujours à ses côtés, montrant que les limitations physiques n'étaient pas des obstacles à la contribution. Ce jour-là, après la leçon, alors que les enfants remontaient dans leur bus scolaire, l'un des professeurs accompagnateurs s'approcha de Rosa. « Vous avez un don, dit-il. Ces enfants apprennent bien plus que le nettoyage avec vous. Ils apprennent la dignité. » Rosa sourit, touchée par ce compliment inattendu. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu enseigner. » Plus tard, alors que le soleil commençait sa descente, Rosa et Leila s'installèrent sur la terrasse pour leur rituel quotidien de dessin. Le ciel de Dubaï se parait de teintes orangées et violettes, transformant les gratte-ciels lointains en silhouettes fantomatiques. « Regarde, » dit Leila, tournant son carnet vers Rosa. « J'ai fait quelque chose de spécial aujourd'hui. » C'était un portrait de Rosa, mais pas comme les précédents. Cette fois, elle était représentée debout devant une classe d'enfants, un balai à la main, non pas comme un outil de servitude, mais comme un sceptre de sagesse. Son visage rayonnait de confiance et de joie. « C'est magnifique !» murmura Rosa, émue aux larmes. « C'est toi !» dit simplement Leila. « La vraie toi !» Rosa serra la petite fille dans ses bras, respirant le parfum de jasmin dans ses cheveux. Dans ce moment parfait, elle réalisa que sa vie avait trouvé son équilibre. Non pas dans l'absence de difficultés ou dans une richesse soudaine,
mais dans la reconnaissance de sa propre valeur et dans sa capacité à la transmettre aux autres. Tu sais, chuchota-t-elle à l'oreille de Léla, nous sommes tous comme tes dessins au début, juste des contours, des possibilités. C'est ce que nous faisons avec ces contours qui comptent. Leila s'écarta légèrement, ses yeux brillants d'intelligence. Et toi, tu as fait quelque chose de beau avec les tiens. Rosa sourit, regardant le ciel s'assombrir et les premières étoiles apparaître. Nous avons tous cette chance, petite étoile, tous les jours, à chaque instant. Et dans le silence paisible qui suivit, entourée par la beauté qu'elle n'aurait jamais cru mériter, Rosa se sentit enfin chez elle.